Pensez grand, de l'auteur Ben Murphy, lu par Livre Académie. Introduction. Vous ne pouvez pas connaître avant d'avoir vous-même expérimenté. Puisque vous tenez ce livre entre vos mains, vous devriez retenir dès maintenant que vous pouvez être maître de toutes les situations, à condition, bien sûr, d'en être parfaitement convaincu et d'avoir une attitude positive. La crédibilité d'une personne, et par conséquent, son succès, ses victoires et ses performances, sont garants de sa réussite en rapport avec le pouvoir qu'elle peut exercer sur autrui. Vous verrez, au fil des pages de ce livre, comment la force de persuasion, la puissance de la séduction, l'influence et le pouvoir fonctionnent entre les gens du même sexe ou de sexe opposé. De plus, vous apprendrez comment acquérir ce potentiel pour avoir désormais le droit de penser grand. La sincérité détermine le degré de confiance que les gens vous accorderont. Plus vous serez sincère dans vos activités et dans vos manœuvres destinées à vous ouvrir le plus grand nombre de portes, plus cette qualité vous sera acquise. L'intégrité, dont l'honnêteté et la probité sont quelques-uns de ses synonymes, est le support sur lequel s'appuient la confiance et le respect. Si ce n'est pas le cas, il est impossible à quiconque d'avoir le pouvoir d'influencer qui que ce soit, ou, tout au moins, de pouvoir le faire à long terme. Être intègre, c'est d'abord faire passer le sens de la moralité avant ses intérêts personnels. Il faut travailler sur soi-même pour renforcer et pour acquérir cette qualité fondamentale. Les gens devenant de plus en plus méfiants et soupçonneux, il devient difficile, à l'heure actuelle, de gagner leur confiance. Cependant, la confiance constitue la base de toute relation, que celle-ci soit amoureuse, amicale, professionnelle, spirituelle, réelle ou virtuelle. Il faut aussi toujours garder à l'esprit qu'en aidant les gens à réussir, vous vous aidez à réussir vous-même. C'est la loi du boomerang. Dans cette même perspective, retenez qu'il vous faut savoir tenir vos promesses, car une promesse non tenue constitue un grave manquement à vos devoirs. Plutôt que de promettre, si vous n'êtes pas tout à fait certain de pouvoir respecter la parole donnée, ne vous engagez pas. Le sentiment de trahison ressenti par une personne à qui l'on refuse ce sur quoi elle comptait, parce qu'on le lui avait promis, est un sentiment désagréable qui ne peut que se retourner contre vous et vous faire perdre cette confiance, pourtant si chèrement acquise. En ne tenant pas une promesse, vous perdez votre crédibilité, et c'est un peu comme si vous brisiez le maillon d'une chaîne. En effet, la promesse crée une attente et des espoirs, rarement raisonnés ou rationalisés, et leur non-respect prend une ampleur démesurée, ce qui, chez certaines personnes, prend l'allure d'une catastrophe. Pas étonnant, après cela, que les gens déçus vous retirent leur confiance. Mais pourquoi parler de confiance, d'influence et d'intégrité dans un livre dont le titre est Penser grand ? Eh bien, essentiellement, c'est que c'est grâce à ces qualités que non seulement vous pourrez penser grand, mais aussi, et surtout, agir de façon à atteindre vos buts ou à concrétiser vos rêves. Chapitre numéro 1. Les dangers qui vous guettent. Les autres œuvrent pour vous stopper momentanément. Il n'y a que vous à pouvoir vous stopper définitivement. Peu importe les circonstances, et ce, sur n'importe quel plan, seul ou devant qui que ce soit, verbalement ou en pensée, ne vous dépréciez jamais. L'autodépréciation est la plus grande barrière qui nous empêche de penser grand. Elle est une action creuse et stérile. Non seulement elle n'apporte rien, mais elle mutile et éclabousse aussi un peu plus votre estime personnelle. Combien de fois n'avez-vous pas entendu « Je ne suis pas assez intelligent » ? Je veux bien essayer, mais je suis certain d'échouer. Ou encore, je n'ai ni la formation, ni le temps pour y arriver, avec pour résultat que les gens se condamnent à faire un travail qu'ils n'aiment pas ou qui ne leur convient absolument pas, mais qui leur assurera une certaine sécurité financière. Ce faisant,
Ils détruisent les rêves qu'ils auraient pu concrétiser et abdiquent devant ce qu'ils nomment le destin, refusant de croire que ce sont eux qui construisent de leurs propres mains le cachot qui les fera mourir lentement. À la limite, on pourrait presque dire qu'il s'agit là d'une forme de suicide à petit feu. Parfois, les gens en viennent aussi à douter vraiment d'eux-mêmes et à se dénigrer, essentiellement à cause de l'influence d'autrui ou des parents. L'idée de penser grand ne sera pas naturelle. Il y aura des efforts à faire pour l'assimiler et la mettre en pratique. En revanche, si les membres de votre entourage, parents, conjoints, enfants, beaux-parents, amis, etc., vous soutiennent dans vos projets, stimulent votre énergie, vous réconfortent quand vous en avez besoin, vous exhortent à continuer quand vous avez envie de tout abandonner, et si, de surcroît, vous avez eu des parents et des éducateurs qui n'ont jamais manqué de vous encourager et de vous épauler depuis toujours, le processus de penser grand sera quelque chose qui ira presque de soi. 4 préceptes à retenir. Il n'y a pas 100 manières pour contrer la concurrence, et la meilleure est incontestablement celle de vous arranger pour être le meilleur. Cherchez toujours à élargir le champ de vos compétences, à vous perfectionner au maximum dans votre secteur d'activité. Apprenez en outre à écouter les suggestions et les conseils qui vous sont prodigués par des gens avisés et positifs, même si ce sont des subalternes ou des gens réputés moins compétents que vous. Qui sait, peut-être ont-ils une vision des choses et du monde différente de la vôtre. Grâce à la visualisation créatrice, sur laquelle nous reviendrons au fil des pages, devenez visionnaire. N'oubliez pas que pour être perçu comme un gagnant, il faut que vous sachiez oser, foncer, innover, bref, être à l'avant-garde afin de vous distinguer des autres. Souvenez-vous par ailleurs que le subconscient fonctionne 24 heures sur 24, et oui, même lorsque vous dormez, et qu'il n'est efficace que dans la mesure où les instructions et les ordres qu'il a reçus sont clairs, nets et précis. Il ne pourra véritablement réagir et vous faire agir que lorsqu'il aura été suffisamment et puissamment sollicité par le conscient. Qu'il ne pourra vous autoriser à penser grand que lorsqu'il sera en parfaite harmonie, en parfaite symbiose avec votre moi volontaire. Il faut, et c'est une condition sine qua non de la réussite, que vous puissiez, le temps d'un claquement de doigts, voir nettement et précisément vos objectifs. N'essayez pas, comme on dit en langage populaire, de mettre la charrue avant les bœufs. Ne perdez pas de vue que pour apprendre correctement à penser grand, il faut que vous avanciez pas à pas. Cet apprentissage n'est pas nécessairement facile, mais il le deviendra un peu plus à chaque pas que vous ferez, à chaque victoire que vous remporterez. Commencez par viser de petits objectifs, puis, en persévérant, vous serez en mesure de viser plus haut, plus grand, de décider de vos pensées et de vos actes. Vos échecs vous font aussi avancer. Nul ne peut, toute sa vie durant, ne récolter que des victoires. Après tout, nous ne sommes que des humains, et l'erreur est humaine. Certes, certains diront que c'est la loi des probabilités, d'autres que c'est le destin, ou peut-être la fatalité. On a un jour écrit à ce propos que la fatalité, c'est l'excuse des âmes sans volonté. Si, dans le cas de la mort, d'une catastrophe naturelle comme une éruption volcanique ou un tremblement de terre, il y a effectivement fatalité, parce qu'il s'agit de situations auxquelles on ne peut absolument rien changer, contre lesquelles il est impossible de lutter. Les échecs, tout comme les victoires d'ailleurs, n'ont absolument rien à voir avec la fatalité. Il s'agit d'ailleurs d'un mot que vous n'avez pas le droit d'utiliser dans l'application des principes du penser grand. Les échecs n'arrivent pas par hasard. Prenons l'exemple de la conduite automobile.
Entre le moment de votre initiation comme conducteur et l'obtention de votre permis, vous aurez très certainement commis quelques erreurs, lesquelles sont par ailleurs indissociables de l'expérience que vous avez à acquérir. Vous les faites alors que vous n'êtes qu'un apprenti, et elles ont justement pour but de vous apprendre rapidement à éviter de les commettre de nouveau lorsque vous serez seul au volant, minimisant ainsi d'autant les risques d'accident dans l'avenir. Sans verser dans le négativisme ou le défaitisme, il faut admettre que l'expérience, et dans quelque domaine que ce soit, ne grandira qu'avec les erreurs et les échecs, à la condition, bien entendu, que vous fassiez une analyse et une recherche approfondie sur là où les causes reliées à ces erreurs ou à ces échecs. Non, l'expérience ne s'achète pas. Si vous analysez un de vos échecs, demandez-vous si vous aviez véritablement mis toutes les chances de votre côté, si vous aviez la quantité d'énergie positive nécessaire pour empêcher l'échec, si vous désiriez vraiment, au-delà des mots, réussir dans cette entreprise. Y avez-vous investi tout le temps requis? Étiez-vous suffisamment motivé? Aviez-vous réellement la conviction que vous alliez vers une réussite? Allez! Vous n'êtes pas là pour vous vilipender, inutile donc de vous accorder les circonstances atténuantes pour vous déculpabiliser de votre erreur, ce n'est pas ainsi que l'on avance. Admettre ses fautes, c'est se pardonner. Toutefois, pour en ressentir vraiment les bienfaits, il faut le faire avec le plus de sincérité possible, un peu comme une prière. Il nous arrive aussi parfois de commettre des actions dont nous savons pertinemment, à l'avance, qu'elles vont générer des fautes ou des pertes et entraîner des sanctions. Pourtant, nous les commettons quand même. Il est vrai que l'être humain a tendance à toujours répéter les mêmes erreurs, un peu comme s'il voulait se prouver, d'une fois à l'autre, que cette fois-ci, ça marcherait. Mais, un jour ou l'autre, ce comportement sera corrigé et force sera alors d'admettre qu'il était critiquable. Sachez qu'il y a toujours moyen de trouver une solution à quelque problème que ce soit. Toute pensée a un pouvoir magnétique, c'est-à-dire que si vous pensez négatif, vous alimenterez votre conscient qui se convaincra et vous convaincra du même coup que vous n'avez pas les outils nécessaires pour agir et pour réussir. En revanche, si vous pensez positif et que vous alimentez votre conscient dans ce sens, il se convaincra et vous convaincra également que vous êtes outillé pour agir et pour réussir. Mais n'abdiquez pas devant les revers ou les échecs. Certes, pour y voir plus clair quand il nous arrive un pépin, il est indispensable de prendre du recul, d'examiner la situation avec objectivité comme une personne de l'extérieur le ferait. Nous avons tous tendance à vouloir solutionner les problèmes à l'instant même, en sachant pourtant bien que ce n'est pas possible. Le temps ne peut être que votre allié. Apprenez donc à l'exploiter et à en tirer profit. Cela ne signifie pas de rester passif devant les situations, mais s'accorder simplement un temps de réflexion nécessaire avant d'agir ou de réagir avec détermination, volonté et courage. Pensez un peu à ces grands ménages de printemps que l'on fait et au cours desquels l'on vide ses armoires, ses placards, où l'on se débarrasse des vieilleries que l'on a accumulées. Aussitôt fait, la maison prend un air nouveau. Faites donc de même avec vos idées et vos comportements. Réoxygénez-vous, réapprovisionnez-vous en énergie et en pensées neuves. Alors, vous serez en mesure de penser grand. AI2 mémoire. Cherchez toujours à savoir quelles sont les causes fondamentales d'un échec. Faites aussitôt un bilan de façon à éviter de commettre les mêmes erreurs la prochaine fois. Ne rejetez pas vos fautes ou vos erreurs sur le dos de la fatalité ou de la malchance. Remettez-vous vous-même en question à chaque erreur. Les échecs ne vous tombent jamais dessus par hasard. Faites en sorte de renouveler vos approches et vos stratégies concernant vos déboires ou vos insuccès et ne perdez pas de vue que vous avez toujours des buts à atteindre, à court, à moyen ou à long terme. Apprenez à vous auto-critiquer,
mais sans confondre l'autocritique avec l'autodépréciation. L'autocritique est absolument indispensable dans la mesure où elle est faite d'une manière positive et constructive. Étudiez consciencieusement vos points faibles et mettez tous vos efforts pour les transformer en points forts. Chapitre numéro 2. La bonne vision des choses. Si vous n'aimez pas la direction que prend la rivière, n'y plongez pas. On dit que ce qui caractérise un gagnant, c'est son optimisme. Soyez d'abord et avant tout optimiste par rapport à vous-même, car si l'optimisme est contagieux, il n'affecte que ceux qui veulent bien être contaminés. Si votre pensée est saine et créatrice, votre corps réagira en fonction de celle-ci avec plus d'énergie et de bien-être. En revanche, si vos émotions sont négatives, ne vous étonnez pas de souffrir de maux de tête ou de dos, ou encore de malaises qui peuvent aller jusqu'aux ulcères. Changez donc votre mode de vie, et surtout de pensée, et préparez-vous à devenir mentalement et physiquement un être qui sait penser grand afin de réaliser tout ce dont il a envie. Il est important de s'exprimer d'une façon positive tout au long de vos journées, d'essayer de voir, et, d'une certaine manière, d'en profiter, tout ce qu'il y a de bon chez les personnes que vous rencontrez ou que vous côtoyez. Grâce au positivisme, vous aurez la possibilité de régler tous vos problèmes, les grands comme les petits. Comment ? Pour commencer, dressez la liste en notant d'abord ceux qui sont les plus urgents, qu'ils soient d'ordre professionnel ou personnel, puis décrivez-les en une ou deux phrases. Ensuite, cherchez la solution, un peu comme si l'un de vos amis vous avait soumis un problème à résoudre. Le seul fait de considérer vos ennuis de cette façon, c'est-à-dire comme si vous les voyiez de l'extérieur, vous permet d'être plus objectif et de vous sentir, d'une certaine manière, moins concerné par ceux-ci. Par conséquent, en apprenant à relativiser l'importance de vos ennuis, vous aurez en quelque sorte la capacité de les envisager sous un angle différent, d'être plus apte à les analyser sous toutes leurs facettes et, finalement, de les résoudre avec une facilité qui vous étonnera. D'autant plus que vous écarterez la tension qui peut l'accompagner, que vous garderez le contrôle de vos émotions et que vous serez plus lucide et perspicace que votre entourage. N'oubliez pas que nous sommes tous des émetteurs-récepteurs et, en ce sens, que votre conversation est le reflet de votre pensée consciente et subconsciente. Alors, parlez de façon positive. Cela dit, pour susciter l'optimisme et pour révéler le côté positif des autres, encouragez-les et félicitez-les quand ils font quelque chose de bien. Vous n'en tirerez que des satisfactions. Certaines personnes croient qu'en approuvant les autres, en les félicitant pour leurs bons coups, ils affaibliront leur propre pouvoir. Non seulement cela est-il tout à fait erroné, mais cela témoigne aussi d'une certaine forme de jalousie et d'envie. Complimenter les autres ne diminue en rien vos propres mérites, au contraire, cela révèle une grande générosité et constitue un excellent indice de confiance en soi. Le comportement optimiste est un état d'esprit. On apprend à l'être en commençant la journée du bon pied, en chantant sous la douche, en sifflotant et en souriant en prenant le petit déjeuner, en imaginant que la journée se déroulera de belle façon. Écoutez une cassette positive. Évitez de lire des journaux porteurs de mauvaises nouvelles ou des magazines à sensations. Lisez plutôt des choses qui vous apporteront quelque chose de bénéfique. Les gagnants sont particulièrement conscients de leur image mentale qui agit sur leur subconscient. Les secrets de l'imagerie mentale. Comme l'image mentale ne naît pas d'elle-même, vous devez agir de façon à créer une image mentale positive de vous-même. Consacrez environ une trentaine de minutes par jour à rêver que vous accomplissez ce qui vous tient le plus à cœur. Prenez le temps de lire la biographie d'une personne qui a réussi, tout en réfléchissant profondément à ce que vous aimeriez vous-même entreprendre. Même si chaque cas est personnel et les expériences propres à chacun, lire des biographies de gens qui ont pensé grand ne peut que vous aider à voir et à comprendre le processus qui mène d'une simple idée,
ou d'un but ou d'une passion à sa concrétisation. Par exemple, en lisant la biographie d'un gagnant, allez jusqu'à imaginer que vous êtes cette personne. Afin d'atteindre et de toucher l'endroit le plus profond de votre subconscient, si vous le pouviez, il vous faudrait visualiser vos images mentales comme si elles existaient en 3 dimensions. Vous rendez-vous compte de l'impact que celle-ci aurait pour vous aider à atteindre vos buts? Le 3D existe déjà, certes, mais s'il nous était possible de l'adapter au subconscient, nous pourrions réaliser ce que nous voulons, c'est-à-dire visualiser ces triomphes que nous avons imaginés. Histoire de vous aider à devenir plus réceptif, vous pouvez employer un programme de détente, de méditation, d'autosuggestion, faire usage de cassettes, de livres sur la puissance du mental, etc. La visualisation peut se faire dans n'importe quelle situation, sur n'importe quel sujet. Par exemple, vous aimeriez rencontrer votre âme sœur, la femme ou l'homme de vos rêves. Eh bien, cela est parfaitement possible. Représentez-vous, dans votre imaginaire, comment vous aimeriez que cette personne soit, tant sur les plans intellectuels et spirituels que sur les plans physiques et psychiques. Imaginez que vous la rencontrez par hasard, cultivez des images précises, comme un film que vous vous passeriez très souvent. Vous êtes ce que vous pensez, vous le savez. Vous êtes aussi en partie ce que vous désirez, vous le savez également. Mais retenez que vous êtes aussi ce que vous croyez profondément, même sans en avoir conscience. Cela dit, il faut aussi se rendre compte que certaines croyances et convictions sont profondément ancrées en vous, et que ce sont souvent elles qui vous mettent des bâtons dans les roues quand il s'agit d'aller plus vite ou plus loin. Il vous faut donc abattre ces vieilles certitudes, souvent inculquées au cours de l'enfance, et les remplacer par de nouvelles. Il vous faut redevenir le maître de votre navire et tenir vous-même le gouvernail. Il faut reprogrammer votre inconscient en lui fournissant de nouvelles données sur ce que vous êtes, mais aussi sur celui que vous voulez devenir. Pour reprendre l'exemple précédent, plus vous vous concentrerez sur le partenaire idéal en visualisant le maximum de détails, plus vous créerez de chances de le rencontrer. Vous voulez connaître l'amour avec une personne douce, intelligente, éloquente, eh bien, soit. Imaginez-la ainsi, inventez votre première rencontre, repassez ce film 100 fois, 1000 fois dans votre tête et augmentez chaque fois vos chances d'obtenir ce que vous désirez. Ce processus mental ne s'applique pas que dans les situations de recherche de l'âme sœur, mais également dans toutes les situations de la vie quotidienne, bien que, par paresse sans doute, la majorité des gens ne l'utilisent que dans les situations où l'enjeu est de taille. Depuis plusieurs années, nous avons entendu de nombreux athlètes parler de la visualisation créatrice, une méthode qui leur a permis de connaître le succès. Des milliardaires partis dans la vie avec quelques dollars en poche en ont également parlé. De nombreux chefs d'entreprise en ont également et abondamment vanté les mérites. Des vedettes de cinéma, partis de rien, des mannequins internationaux, découverts par hasard dans leur petit village. Tous ont parlé, en quelque part, de la visualisation créatrice comme étant le début de la réalisation de leurs rêves. Nous y reviendrons en détail un peu plus loin. Visez juste. Nous sommes libres d'orienter notre vie comme nous le désirons, que ce soit sur les plans professionnels, social ou affectifs, mais nous devons agir, prendre nos décisions et canaliser nos objectifs d'après nos convictions et nos possibilités. Les capacités de chacun sont immenses, bien qu'il appartienne à chaque personne de voir ce qu'elle peut se permettre de faire, tout en respectant son échelle de valeur. Prenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie. Dirigez-la, faites en sorte qu'elle obéisse à vos ordres. Orientez votre carrière professionnelle dans le domaine où vous êtes le plus susceptible d'exceller, pour atteindre les plus hauts niveaux. Faites ce qui vous plaît le plus, en le rentabilisant au maximum.
Personne ne peut vous influencer sur des décisions que vous prenez et auxquelles vous faites confiance. Décrétez dès maintenant: je ne me laisserai pas diriger par les autres, ni en tenant compte de ce que ces autres peuvent penser de moi, car je n'ai pas peur de leur influence et de leur jugement à mon égard. Nul n'a le droit de juger mes choix et mes décisions. Attention, n'agissez pas à l'aveuglette. Il est important, pour ne pas dire essentiel, de faire une liste de vos choix, de vos buts, de vos objectifs. Définissez, par exemple, ce à quoi vous aspirez. Je désire avoir toujours une santé de fer. Je désire devenir riche et prospère. Je veux devenir un écrivain reconnu, un musicien renommé, savoir peindre ou chanter. Je souhaite créer mon entreprise, etc. Puis, tracez un plan. Définissez en les étapes comme autant d'échéances. Comme le subconscient agit aussitôt qu'on lui projette une idée, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour concrétiser ce désir, même à votre insu. Convenablement programmé, il fera son travail tout seul, ou presque. Redisons-le, les gagnants ont des plans bien définis auxquels ils se réfèrent constamment. Ils ont des objectifs précis, concrets qui doivent être atteints sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Certaines personnes qui savent vraiment penser grand cultivent et entretiennent même des rêves et des ambitions qui s'étendent sur toute une vie. Il est donc primordial que vous sachiez définir clairement vos objectifs et que vous puissiez vous y référer au besoin. Pensez à des actions qui mènent à un but, et bien que celui-ci puisse être très différent d'une personne à une autre, il est toujours un moteur dont la puissance varie selon son importance. Pour certains, ce sont les choses fondamentales de l'existence qui comptent et qui importent. Pour d'autres, c'est l'amélioration du quotidien. Pour d'autres encore, c'est la progression sur le plan professionnel. Quels que soient les buts, il demeure extrêmement important de les écrire sur papier avec un maximum de détails afin de pouvoir les accomplir. L'esprit a besoin d'instructions très précises pour pouvoir agir efficacement. Il est un peu comme un ordinateur que vous devez programmer avec le plus de détails, de clarté et de précision possible pour qu'il réponde parfaitement à vos désirs et à vos attentes. Les personnes qui n'atteignent pas leurs objectifs sont plus souvent qu'autrement celles qui ne les définissent pas de façon suffisamment claire ou qui, bien malgré elles, ne les considèrent pas véritablement réalisables. Les gens qui ont défini explicitement leurs objectifs savent non seulement où ils vont et pourquoi ils y vont, mais aussi combien de temps cela va prendre, ce qu'ils ont l'intention de faire et peut-être aussi avec qui ils le feront, si l'atteinte de l'objectif exige la présence de quelqu'un d'autre. Vous pouvez même établir un plan dont la réalisation s'étendra sur toute votre vie. Pourquoi pas? Cela dit, peu importe ce que vous ferez, veillez à agir efficacement afin d'en retirer le maximum. Aide-mémoire. Définissez vos buts de façon précise. Dressez la liste de vos priorités. Faites une liste de vos priorités pour l'année qui vient. Déterminez vos objectifs pour le prochain mois sur un grand calendrier. Quoi faire? Où? Avec qui? Utilisez un agenda de poche dans lequel vous pouvez voir votre horaire de la semaine, tout en ciblant les objectifs de la semaine suivante. Déterminez vos objectifs du lendemain sur une page et mémorisez-les avant de vous coucher, même si c'est une liste de courses à faire. Établissez un plan financier. Rassemblez les éléments qui pourraient vous aider à réaliser vos objectifs, coupures de journaux, livres, etc. Puis allez chercher l'aide dont vous avez besoin. Consultez-les souvent. Revoyez vos objectifs avec des gens qui ont déjà réalisé les leurs. Fixez-vous des objectifs à court terme, qui sont plus faciles à atteindre. Procédez étape par étape. Vous pourrez éventuellement travailler en groupe. Gardez à l'esprit que visualisation plus assimilation égale réalisation du projet. Célébrez l'atteinte de l'objectif.
Chapitre numéro 3. Pensez pour gagner. Si vous ne commencez rien, il est sûr que vous n'obtiendrez rien. Vous devez d'abord et avant tout apprendre à vous voir comme un gagnant dans n'importe quelle circonstance, chez vous, au travail, dans vos loisirs. Cela ne pourra cependant se faire sans que vous vous accordiez le droit de faire partie intégrante du sérail de la réussite en vous initiant d'abord au processus du mieux penser, puis en apprenant le fonctionnement de cette complexe machine qu'est l'esprit humain et qui, lorsqu'elle est convenablement huilée et entretenue, permet de penser grand. Les gagnants aident les autres à être des gagnants, car ils ont tout à y gagner. Posez-vous les questions suivantes. Quel rapport ai-je avec mon environnement? Avec les membres de mon entourage? Avec mes collègues de travail? Les membres de ma famille? Mon partenaire amoureux? Etc. Rendez hommage aux personnes que vous aimez le plus par un geste, une attention quelconque. Prenez le temps d'encourager et d'écouter une personne plus âgée, de jouer avec des enfants. Entreprenez de faire quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps, même si ce n'est qu'une toute petite chose. L'important, puisqu'il faut bien commencer quelque part, c'est d'agir. Parallèlement à ces activités d'écoute, de don de soi et de générosité, de surcroît si valorisantes pour vous, assurez-vous de faire disparaître de votre entourage les videurs d'énergie, les empêcheurs de tourner en rond, bref, les emmerdeurs de tout acabit, ceux qui n'éprouvent de satisfaction que lorsqu'ils ont mis vos plus beaux projets en charpie. Reflétez ce que vous êtes. La première image que vous reflétez lorsque les gens vous aperçoivent et établissent un premier contact avec vous est celle que vous affichez. Cette image est composée d'une foule d'éléments. Votre langage, votre gestuelle, votre capacité d'écoute, votre habillement, etc. En d'autres mots, c'est tout ce que vous dégagez en bougeant et en parlant. Dans les quelques minutes qui suivent ce premier contact, votre vis-à-vis s'est déjà fait une opinion de vous et sait instinctivement si vous avez une attitude de gagnant. Abordez donc votre interlocuteur avec un regard direct, un sourire, une poignée de main franche. Posez des questions sur ce qui est important pour vous. Sachez reconnaître et respecter la valeur des autres. C'est une des meilleures formes de communication. Sachez aussi susciter l'intérêt de la personne qui se trouve en face de vous. Projetez l'idée que vous êtes en pleine maîtrise de vous-même en démontrant et en établissant votre sens des responsabilités, en laissant s'exprimer de vous, par vos mots et vos gestes, votre potentiel et votre esprit positif. Projetez une image mentale positive et créatrice et gardez présent à l'esprit l'image de vous-même dans un but de plein épanouissement. Soyez conscient de votre valeur si vous voulez que les autres en prennent conscience. Dans les relations interpersonnelles, il y a une grande règle à respecter. Si vous voulez que l'on vous aime, soyez aimable. Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez les autres. En d'autres mots, faites aux autres ce que vous aimeriez que l'on vous fasse. C'est du déjà vu, bien sûr, mais il n'en reste pas moins que c'est toujours à propos. Vous ne pouvez certes pas changer votre passé, ni balayer d'un revers de la main vos expériences négatives ou infructueuses, mais rien ne vous empêche de bâtir aujourd'hui et demain en adoptant des attitudes positives et en décidant consciemment de changer d'attitude et de comportement. La vie est faite pour évoluer et chacun non seulement peut, mais doit contribuer à sa propre évolution. Malgré ce que laissent souvent entendre certains, le succès n'est pas réservé qu'aux plus talentueux, qu'aux plus intelligents ou qu'aux plus riches, mais bien à ceux qui le veulent, le désirent, l'appellent de toute leur force, ceux qui persévèrent et qui mettent toute leur concentration sur cette fameuse réussite. Abraham Lincoln n'a-t-il pas fait faillite 7 fois avant de devenir président des États-Unis? C'est bien là la preuve qu'il faut vous concentrer sur l'objectif visé, sur le but que vous vous êtes fixé. Visez très haut,
même si pour cela vous devez penser à long terme, car les petits projets ne vous motiveront pas à passer à l'action. Le désir de vaincre ne prend jamais congé. Alors, pensez grand et agissez. Gagner, c'est quoi? La rumeur veut que les gagnants soient en minorité et qu'ils obtiennent sans effort ce qu'ils veulent de la vie. Certes, ils réussissent d'une façon qui paraît facile, quasi naturelle, mais s'ils y parviennent, c'est aussi parce qu'ils s'impliquent non seulement dans tout le processus de la vie, dans leur travail bien sûr, mais aussi dans leurs relations sociales et au sein de leur famille. De façon générale, ils participent à la société dans laquelle ils évoluent. Mais paraître et être sont deux. Aussi est-il faux de croire, sauf peut-être pour quelques exceptions, que les gagnants reçoivent tout et toujours sans effort. Pour eux comme pour les autres, vous et nous compris, gagner, c'est persévérer dans l'accomplissement de son potentiel, dans la poursuite du succès. C'est se servir de talents innés, mais aussi acquis avec le temps. C'est donner et recevoir dans une atmosphère d'amour et de responsabilité. C'est partager et aider. Gagner, c'est une façon de penser et d'être. C'est se comporter de façon permanente dans un esprit de réussite. Gagner n'est ni plus ni moins qu'une attitude et non pas une aptitude. Le plus grand mécanisme de l'être humain est la pensée. Bouddha a d'ailleurs dit « Celui qui est le maître de ses pensées est le maître du monde ». Et, de fait, il s'agit là d'une vérité que nous mériterions de mettre plus souvent en pratique. Soyez objectifs dans vos pensées et préparez le présent et l'avenir en les cultivant, un peu à la façon dont vous le feriez pour votre jardin. On nous apprend à parler, à marcher, à écrire, à bien se tenir, à bien manger et à toutes ces autres choses qu'il est nécessaire de connaître pour être capable de fonctionner et d'évoluer dans la société. Paradoxalement, bien peu de gens ont appris à penser correctement, mais il conviendrait de dire plus justement que nous nous servons de la pensée sans véritable apprentissage. On la laisse venir, s'installer, prendre la place, parfois même nous envahir, voire nous blesser, et, soudain, nous en perdons le contrôle. Quand elles ne sont pas bien gérées, les pensées, comme toute chose, deviennent effectivement chaotiques et finissent même par agir et faire agir sans qu'il y ait vraiment de prise de décision consciente de la part du principal intéressé. Il appartient donc à chacun de se servir de sa faculté de penser à bon escient, de la canaliser dans des énergies positives, ce qui n'est pas si évident que nous souhaiterions le croire, car, de façon générale, nous avons cette fâcheuse propension à négliger les pouvoirs et les possibilités de la pensée. Par conséquent, nous ne nous en servons pas toujours adéquatement. Chaque fois que vous pensez, vous émettez en quelque sorte un contrôle énergétique, et celui-ci peut être soit positif, soit négatif. Si vous voulez que la pensée émise soit efficace, le subconscient doit être sollicité pour qu'il puisse vous aider à réaliser ce que vous avez demandé. Formulez vos vœux et vos souhaits dans un état de calme et de sérénité. La haine, la rancune, la jalousie ou l'esprit de vengeance ne peuvent qu'apporter l'agitation et la confusion dans votre esprit. Vous devez en outre apprendre à formuler vos demandes ou vos pensées au présent. La pensée étant insensible à la notion de temps, seul l'instant présent, l'immédiat, compte. Il est donc impératif d'employer des mots comme tout de suite, immédiatement, dans le même ordre d'idées. Il va de soi que la formule négative est systématiquement à écarter. Vous devez également retenir que la pensée est capable d'emmagasiner le nombre de souhaits désirés, et quelle que soit leur nature, c'est donc à vous de savoir gérer quotidiennement ces vœux. La pensée positive est aussi indispensable à vous-même qu'aux autres, et ce, face à n'importe quel événement ou situation. Convainquez-vous, et, du même coup, votre subconscient,
que vous pouvez rendre réalisable une action qui, à première vue, semble fort difficile à concrétiser. Ne l'oubliez pas, le parasite le plus destructeur de la pensée, ou de la forme pensée, est indéniablement le doute, car il annihile systématiquement toute idée que vous voudriez positive. Le principe de création ne peut se faire sans l'intervention de la pensée. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout est énergie, et tout se transforme. Précédemment, nous vous disions que la pensée est une énergie. Par conséquent, celle-ci ne peut être détruite. Elle peut être positive ou négative, selon la voie que l'on choisit de lui faire emprunter, mais au bout du compte, elle mènera à quelque chose de concret de même nature que les pensées que l'on a entretenues. Einstein disait que la matière n'est rien de plus que de l'énergie réduite à son point de visibilité. Cela nous ouvre de grands horizons, ne croyez-vous pas ? En effet, lequel d'entre nous ne désire pas l'expression ou la matérialisation de sa pensée ? N'est-ce pas d'ailleurs là le rêve de tout individu ? Cela nous conduit à cette maxime dont l'origine se perd dans la nuit des temps. L'homme est le reflet de ses pensées. De fait, les pensées s'attirent dans la mesure où elles sont de même nature. Les pensées positives s'alimentent les unes les autres, tout comme les pensées négatives s'entretiennent les unes les autres. Bref, nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes aussi le résultat de pensées que nous avons entretenues. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé hier. De là la nécessité de faire de bons choix de pensée aujourd'hui pour obtenir ce que nous voulons demain. Plus notre façon de voir les choses est positive et plaisante aujourd'hui, plus nous avons de chances d'avoir une vie riche et heureuse demain. Nos pensées ne font pas qu'influencer ce que nous sommes, mais elles sont aussi, indéniablement, le reflet de ce que nous deviendrons. Il ne nous reste plus qu'à nous demander et à décider si c'est d'une façon constructive ou non que nous le ferons, considérant que nous devons rester le plus possible le maître de nos pensées. La qualité de vie. Toutes nos pensées sont à la base de toutes nos réalisations concrètes dans la mesure où elles ont été formulées dans une répétition constante, de façon à en pétrir le subconscient qui, lui, déclenchera leur concrétisation. La manière la plus pratique et la plus efficace d'y arriver, compte tenu de la multitude d'idées qui traversent notre esprit dans une journée, consiste essentiellement à noter, dans un cahier, les idées les plus positives et les plus constructives qui nous viennent en tête. Cela permet ainsi de les analyser, de les critiquer même, d'en peser le pour et le contre par l'intermédiaire de la méditation ou de la réflexion que vous pratiquerez dans la solitude. Il faut écarter celles qui ne vous conviennent pas vraiment tout à fait, car elles s'enregistrent dans ce que l'on pourrait qualifier de base de données des pensées négatives. L'être humain n'est pas venu au monde doté d'une nature fondamentalement négative, mais les craintes et les peurs, les déceptions et les échecs, et parfois davantage les doutes, le rendent forcément inquiet. C'est un état d'esprit qu'il faut apprendre à gérer. Certes, nous avons tous eu, et nous aurons tous, un jour ou l'autre, des pensées négatives à un degré plus ou moins élevé. Mais, de façon générale, la proportion de pensées positives reste largement supérieure. En pratiquant assidûment la pensée positive, vous arriverez à ne penser que positivement, car à toute pensée négative existe une pensée positive. Entretenez vos images positives mentales en pratiquant l'autosuggestion et en gardant seulement le positif de votre vie. En quelques mots, une personne optimiste est celle qui a très peu souvent de pensées négatives, qui s'adresse aux autres dans des termes et des phrases qui donnent ou laissent entrevoir l'espoir. Pour qu'une idée positive puisse se concrétiser, il faut qu'elle soit en accord avec l'image que la personne projette d'elle-même. L'attitude est la matérialisation de la pensée.
Et, suivant votre comportement, il est facile de définir quelle est votre façon de raisonner. Il serait utopique de croire que tout est réalisable et que tout se fera tout seul, juste en ayant des pensées positives. Il faut surtout agir, faire des gestes pour atteindre les buts que l'on souhaite atteindre. Le premier défi auquel nous sommes confrontés consiste à réagir devant telle ou telle situation d'une façon systématiquement positive. Cette façon de réagir, qui pourra parfois nous sembler incongrue, nous rendra cependant plus réceptifs, nous permettant ainsi d'attirer les occasions, de matérialiser et de multiplier les réussites. De plus, en agissant ainsi, nous bénéficierons d'une certaine quiétude intérieure qui fera disparaître, sans que nous nous en apercevions, l'anxiété, l'angoisse et les tensions qui brûlent inutilement nos énergies. Nous avons la possibilité de contrôler nos pensées, mais il nous est également donné de faire la même chose avec nos émotions et nos sentiments, puisqu'ils sont gérés par la pensée. La pratique permanente de la pensée positive nous permet donc d'être toujours et en n'importe quelle circonstance de bonne humeur, même lorsque tout n'est pas toujours parfait. Pour avoir la parfaite maîtrise de votre pensée, comme pour toute chose d'ailleurs, plus vous pratiquerez le principe de la pensée positive, plus vite vous trouverez les solutions aux problèmes qui se présentent. Aide-mémoire. Soyez fiers de vous et affichez cette fierté de façon concrète. Soyez conscient de votre valeur. Ne vous sous-estimez pas. Apprenez à vous servir de vos talents, mais apprenez aussi à les développer. Gérez sereinement vos pensées. Convainquez-vous que tout est réalisable. Vous êtes aujourd'hui ce que vous avez pensé hier. Notez quotidiennement vos idées positives dans un cahier et retranchez celles qui ne vous conviennent pas vraiment. À chaque mauvaise chose, trouvez les bons côtés. Ce ne sera pas facile au début, mais vous y arriverez. Une fois alimenté en pensée positive, passez à l'action. Réagissez bien devant n'importe quelle situation. Gardez le moral. Chapitre numéro 4. Lâcher prise. Si vous trouvez une solution si bonne que vous ne vous en remettez plus qu'à elle, celle-ci deviendra probablement votre prochain problème. La pensée, bien qu'elle soit abstraite, est faite pour agir dans vos actions. Mais pour que l'action soit efficace, il est indispensable, voire impératif, que vous ayez des vues précises dans votre esprit. Si l'image que vous projetez est embrouillée, ne vous attendez pas à mener à terme sa concrétisation, car votre subconscient sera ambivalent. Cette ambivalence fera en sorte que les éléments extérieurs, par opposition à vos pensées, vous mèneront à agir d'une façon ou d'une autre. À l'opposé, si votre image mentale est claire, ce sera vous qui influencerez les éléments extérieurs pour les contraindre à réagir selon votre volonté. Plus vous focaliserez clairement sur l'objectif, plus celui-ci prendra corps. Pour obtenir une vision la plus nette possible de l'image mentale que vous vous êtes forgée, vous devez impérativement vous débarrasser des parasites qui la brouillent, un peu comme lorsque vous n'arrivez pas à capter distinctement la station de radio que vous cherchez. Les interférences sont les mêmes que pour les images que vous n'arrivez pas à visualiser correctement. Lorsque vous aurez atteint la netteté de votre piqué d'image, pour employer une expression du langage cinématographique, vous devrez l'agrandir pour qu'elle prenne toute la place dans votre esprit, pour qu'elle soit unique dans la conscience. N'oubliez pas que c'est elle qui gère efficacement l'action. N'hésitez donc pas à passer votre film au ralenti pour en analyser les moindres détails. Ces représentations-projections déterminent la façon par laquelle vous allez agir. Par conséquent, plus elles seront nettes, plus les chances de concrétisation augmenteront. Ce principe de visualisation s'applique bien entendu sur tous les plans de votre vie, affectif, amoureux, amical et professionnel ou autre. Essayez de développer au maximum votre acuité sensorielle et de vivre avec intensité tous les gestes que vous faites, les mots que vous employez,
l'influence positive de votre environnement direct, l'interaction avec les autres. Si, à un moment de votre vie, vous avez déjà vécu le genre de situation que vous voulez voir se reproduire, souvenez-vous le plus précisément possible des émotions que vous avez ressenties. Vous devez retrouver intérieurement ce que vous avez véritablement ressenti à ce moment-là. Vous y arriverez à condition de focaliser au maximum sur les images. Si c'est une nouvelle situation, prenez le temps de vous imprégner des sentiments, de les assimiler jusqu'au plus profond de vous-même. Vous pouvez également agir de la même façon sur une expérience qui a été négative dans votre vie afin de vous débarrasser de ses séquelles. Essayez alors de vous rappeler exactement ce qui s'est passé, de revivre ce que vous avez ressenti à ce moment-là, puis analyser et chercher à comprendre. Imaginez ensuite la façon dont vous vous comporteriez aujourd'hui dans cette même situation. Corrigez ce qui aurait dû l'être à ce moment-là, puis pensez aux effets positifs qui auraient découlé, qui en découlent maintenant et leurs conséquences dans le futur. Libérez-vous. Pensez-vous avoir bien réussi votre vie professionnelle, votre vie sociale, votre vie amoureuse et affective? Êtes-vous bien certain d'avoir réussi à accéder à cette réussite que vous vous souhaitiez auparavant? Ne croyez-vous pas que vous vous raccrochez à un certain nombre de choses qui vous empêchent d'avancer, d'aller plus loin? Remarquez qu'il arrive que nos comportements soient aussi inattendus qu'étranges. Nous courons tous après cette merveilleuse liberté, et, lorsque nous pensons l'avoir, nous ne savons plus qu'en faire. Nous nous raccrochons à tout ce qui bouge, et nous devenons conséquemment dépendants de cette fameuse liberté, comprenant qu'elle s'arrête là où celle des autres commence. Lorsque, liberté en main, vous essayez de penser à vous, ce que, d'ordinaire, en toute légitimité, les gens s'empressent de faire, vous avez tout à coup l'impression ou la sensation, pas toujours agréable d'ailleurs, d'être livré à vous-même, d'être inutile. La première réaction consiste alors à vous créer de nouveaux besoins, de nouvelles dépendances, pour ne plus avoir à flotter entre ciel et terre avec cette liberté dont on ne sait plus vraiment quoi faire. Il apparaît alors évident que vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Il s'agit là encore d'un problème de détermination, causé par un manque de confiance en soi. Pourtant, vous le savez, ce n'est pas le potentiel qui vous manque, ni la force, ni le courage. Il ne manque en fait que la confiance en vous pour vous rendre ô combien plus heureux. Dans une telle situation, il est donc préférable de lâcher prise plutôt que de rester craintivement prisonnier de vos peurs, de vos doutes et de vos ignorances. En d'autres termes, il vous faut faire le ménage en rapport avec tout ce qui vous paralyse. Il vous faut, à tout prix, lâcher prise sur ces peurs, ces doutes, et arriver à chasser votre sentiment d'insécurité face à l'avenir. Surtout, bien sûr, mais aussi face au passé. Cet horrible sentiment d'insécurité qui vous gruge comme un cancer. Faites le ménage à fond, dépoussiérez vos pensées, dites-vous que vous ne devez garder que le merveilleux de chaque jour, et que c'est quotidiennement que vous devez composer la vie, la vôtre. Voici une petite histoire personnelle toute simple qui vous fera comprendre l'inutilité de replonger dans le passé. Enfant, et parce que ma mère était d'origine espagnole, mes parents m'emmenaient chaque année en vacances dans différents coins de l'Espagne. Alicante, une très belle ville paradisiaque, noyée de soleil et bercée par la Méditerranée, fut le dernier endroit de villégiature où nous nous rendîmes ensemble. Des années plus tard, devenu adulte, j'ai voulu retourner à nouveau, un peu comme en pèlerinage, sur ces lieux qui avaient laissé en moi une telle empreinte alors que j'évoluais sous l'aile protectrice parentale. Quelle ne fut pas ma déception, après avoir traversé l'océan et parcouru tant de kilomètres. J'ai eu du mal à reconnaître les lieux, l'immeuble où nous avions loué un appartement, les rues même avaient changé après tant de temps. Moi qui pensais retrouver le passé tel que je l'avais connu,
J'avais oublié que je ne pouvais le revoir avec les yeux de mes 16 ans, avec les mêmes battements de cœur. Ce fut une très grande déception qui m'a fait comprendre qu'il est impossible d'être et d'avoir été. Le passé n'appartient qu'à lui-même. La gestion du présent et du futur seulement est en notre pouvoir. Même si certaines personnes ont la conviction que les grandes lignes de la vie sont déjà écrites pour chacun de nous, elles n'en sont pas moins convaincues que nous sommes maîtres de ce que nous ferons aujourd'hui et demain. Ce que nous voyons, ce que nous pensons, ce que nous sommes à un moment précis de notre existence, ne dépend et ne concerne que l'instant de sa durée. Il est inutile de remuer des souvenirs, qui nous appartiennent certes, qu'ils aient été merveilleux ou décevants, car ils n'ont été et n'ont existé que dans un espace-temps défini qui leur est propre. En conséquence, il est vivement recommandé de faire le ménage avec le passé, en évitant d'accumuler des souvenirs qui encombrent notre esprit lorsque nous y pensons, nous empêchant du coup de voir les moments présents et les projets futurs. Dans le fond, la vie est beaucoup plus simple que nous l'imaginons. Nous la compliquons à souhait en nous rattachant à des souvenirs inutiles qui ne font plus partie que de notre histoire. En essayant non seulement de comparer, mais aussi de vouloir répéter ce que nous vivons au moment présent, ces moments qui appartiennent au passé, nous ne pouvons obtenir les mêmes images puisque le papier carbone de la destinée n'existe pas. En supposant que cela soit réalisable, cela nous mènerait à quoi et où? Comme la vie est faite pour évoluer, il faut éviter de vouloir revivre sans cesse les mêmes scènes, même si celles-ci furent merveilleuses. Nous devons accepter de vivre de nouvelles scènes qui, à leur tour, deviendront peut-être des scènes merveilleuses du passé. Ne vous fermez pas à l'évolution, sous prétexte que vous ne pourrez jamais revivre rien d'aussi beau, ni d'aussi bien que ce qui fait maintenant partie de votre passé. Que diable! Regardez devant vous et non derrière. C'est devant que se passent les choses. Chaque jour peut devenir pour vous une raison de lâcher prise, une occasion de ne voir que le côté positif des choses et de laisser tomber toutes les circonstances, tous les motifs, toutes les causes qui sont responsables de vos maux. Tout est malléable, tout peut se transformer, se métamorphoser. Un ami, qui est un symbole de réussite, me disait toujours « Tout est négociable ». La mort est probablement la seule chose avec laquelle il soit impossible de négocier. Ne donnez donc pas l'impression de porter tout le poids du monde sur vos épaules. Supprimez ce qui engorge la libre circulation de vos pensées positives, ce qui encombre votre quotidien, votre esprit, votre environnement. Rien n'est coulé dans le béton. Débarrassez-vous de tous ces parasites qui obstruent vos énergies positives et les empêchent de circuler dans votre organisme au plus profond de votre être. Lâcher prise, c'est comme entretenir l'amour et l'amitié pour regagner votre liberté d'être par rapport à vous et par rapport aux autres. Vous délivrer de tout ce qui vous retient prisonnier, vous interdit d'avancer, c'est lâcher prise tout simplement. Lâcher prise, c'est en outre supprimer les barrières de préjugés, abattre les obstacles mis sur notre route par les expériences passées, les mauvais souvenirs, l'éducation, les principes rigides, le sens du devoir. C'est choisir de ne plus tenir compte de la mauvaise réputation faite au plaisir et, surtout, à ceux qui en ont. Et choisir plutôt d'avoir un maximum de plaisir dans l'accomplissement des tâches quotidiennes. Lâcher prise, c'est choisir d'avoir le devoir et le droit de penser grand. Aide-mémoire. Faites-vous une image claire et nette de ce que vous souhaitez. Vivez intensément, dans votre esprit et dans votre cœur, la situation que vous souhaitez voir se produire. Vivez aujourd'hui, car aujourd'hui vous bâtissez demain. Le passé n'appartient qu'à lui-même. Gardez à l'esprit que si vous voulez agir sur le passé, vous devez agir aujourd'hui, car aujourd'hui sera le passé de demain. Dites-vous que tout est négociable dans la vie. Simplement, apprenez à lâcher prise devant ce que vous ne pouvez contrôler. Chapitre numéro 5. Qui êtes-vous vraiment? Vous pouvez vouloir avoir raison,
ou vous pouvez vouloir atteindre des résultats. Avoir raison est bien peu important. L'image de soi constitue la représentation que l'on se fait de soi-même. Mais êtes-vous vraiment conscient de la façon dont vous vous voyez, dont vous vous percevez? Bien sûr, il y a de multiples façons de se voir, positivement ou négativement, et la vision que vous avez de vous vous appartient et nul n'a le droit, pas plus que le pouvoir de la changer, ne serait-ce que pour l'améliorer à votre place. Vous plaisez, vous, ou non? Sans sombrer dans le narcissisme, pouvez-vous dire que votre image vous satisfait lorsque vous vous regardez dans votre miroir tous les matins? Plus encore, est-ce que vous vous aimez? Bien sûr, il y a deux façons de se voir, selon l'image extérieure et l'image intérieure. La première est plus superficielle, en ce sens que l'appréciation que vous donnez à vous-même relève strictement de l'apparence physique, de ce que les autres voient de vous. La seconde est essentiellement personnelle, et son appréciation, généralement plutôt objective, se réfère à ce que vous pensez de vous au plus profond de vous-même. En principe, les deux devraient être en harmonie. Cela dit, vous êtes la seule personne au monde qui soit apte à définir de quoi est faite la vision que vous avez de vous-même, quoique celle-ci soit généralement proportionnelle à l'estime que vous entretenez à votre égard. Certes, il est fort possible que vous auriez aimé avoir une autre silhouette, mais voilà, à moins d'avoir recours à la chirurgie esthétique, il n'y a pas d'autre solution que de vous accepter tel que vous êtes. Soyons clairs, votre apparence a peu à voir avec le droit de penser grand. Des gens qui n'ont pas un physique particulièrement attrayant ont très bien réussi leur vie, et dans la vie, pensez seulement à Alfred Hitchcock, Aristote Onassis, Bill Gates même, dont on ne peut pas vraiment dire qu'ils aient des physiques de séducteurs. Pourtant, cela ne les a pas empêchés de connaître la renommée, et surtout d'atteindre les buts qu'ils s'étaient fixés en pensant grand. Non, ce qui est indispensable, voire primordial dans l'idée non seulement d'être capable, mais aussi de vous sentir en droit de penser grand, c'est d'avoir pour vous de la considération et de l'estime. C'est aussi de vous aimer vous-même et, en outre, d'être fier des valeurs profondes que vous cultivez, entretenez et véhiculez. Intégrité et respect. La considération de soi se forge dès notre plus tendre enfance. Elle tire d'abord son origine de l'image que nos parents, puis nos professeurs nous donnent de nous-mêmes, par l'image que nous renvoient les gens que l'on aime, avant de la compléter ou de la remodeler durant toute notre vie par nos croyances, nos expériences, nos réussites et nos échecs, les humiliations et les frustrations que nous subissons, etc. C'est de cette synthèse que résulte l'image que nous avons de nous. Ce qui empêche véritablement les gens d'avancer et d'oser penser grand, outre la piètre estime de soi, ou l'absence de considération vis-à-vis de soi, ce sont les sentiments négatifs, comme la peur et le doute. Lorsque vous dites « je suis excellent » ou « je suis capable de faire mieux » ou encore « je sais qu'il y a une meilleure solution », l'image que vous avez de vous rend votre attitude positive et vous agissez en conséquence. En revanche, si vous vous dites « je n'y arriverai jamais »,« c'est trop difficile »,« ce n'est pas fait pour moi », il va de soi que vous consolidez une image négative de vous et ces pensées vous paralysent, jusqu'au point de vous empêcher d'agir d'une façon constructive. Plus vous avez eu d'expériences positives au cours de votre vie, meilleure est l'image que vous avez de vous. Si, par surcroît, vous avez tiré parti d'une façon pragmatique des expériences qui ont été négatives, vous aurez sans aucun doute renforcé la considération et l'estime de vous. Cette image, bien entendu, sera d'autant plus positive si vous savez l'entretenir régulièrement, c'est-à-dire l'améliorer sans cesse dans n'importe quelle situation de la vie quotidienne, que ce soit sur les plans professionnel, social, affectif ou familial. L'idéal, bien sûr, c'est que l'image extérieure et intérieure que vous avez de vous soit en parfaite harmonie.
c'est-à-dire que ce que les gens perçoivent à vous regarder vivre et évoluer correspondent à votre véritable nature. Si vous avez un doute quant à cette harmonie, faites en sorte de prendre les mesures qui s'imposent pour ne donner toujours de vous que l'image la plus représentative possible, sans faux fuyant. Bien sûr, donner de soi l'image la plus vraie possible requiert un entretien permanent et une honnêteté sans faille, parce qu'il est tellement facile, et parfois tellement tentant, de présenter de soi une image enjolivée, histoire de se gagner les faveurs d'autrui. Mais c'est une erreur. Comme le dit si bien le dicton populaire, « Chasser le naturel, il revient au galop ». Et lorsque cela arrive, la supercherie se révèle et il s'ensuit généralement une perte de crédibilité. Le meilleur et le plus efficace des moteurs pour améliorer son image est l'amour et le respect de soi et des autres. Au contraire, la manière la plus efficace de contribuer à sa dégradation et de se condamner à une forme d'autodestruction consiste à entretenir des propos négatifs de soi, de se dénigrer constamment, de se mépriser, de se mentir et de mentir aux autres. Soyez d'ailleurs toujours sur vos gardes, car il est très facile de semer le doute dans votre esprit en ne le nourrissant que de critiques négatives. Quand vous agissez ainsi, le subconscient prend vos autocritiques négatives pour autant de vérité à respecter et parce qu'il obéit à vos ordres, il peut vous faire croire, et aux autres, n'importe quoi. Ne perdez pas de vue que le subconscient agit et réagit selon les commandes que vous lui donnez. Il n'a pas la capacité de créer lui-même sa base de données. Voilà pourquoi il est essentiel, quand vous avez des buts et des objectifs de vie grands et importants, de leur accoler une imagerie puissante afin de détruire toutes les anciennes pensées négatives. Si vous avez une très forte image positive de vous, quelle que soit la critique, même négative, l'estime que vous avez envers vous, la plus importante de toutes, restera intacte.